Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous utilisez tous, un outil que vous utilisez tous, c'est le clavier. Et on va voir un petit peu comment vous pouvez maximiser votre productivité en programmant votre clavier. Donc moi, c'est Alexandre Navarro. Je suis développeur Java, back-end. Et le truc plus intéressant, c'est que ça fait 11 ans que je tape en Bepo, 8 ans sur un Type Matrix et 3 ans sur un keyboard IO modèle 01 qui a un clavier programmable. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va un petit peu parler de l'histoire des machines à écrire jusqu'au clavier moderne. Ensuite, on va essayer de caractériser ce que c'est un clavier ergonomique. Et ensuite, on va voir comment on peut le rendre plus ergonomique en le programmant. On va en revenir 150 ans en arrière, en 1870. Donc avant 1870, les machines à écrire, c'était plutôt des espèces de pianos dans l'ordre alphabétique, le layout, c'était plutôt des prototypes. Et à partir de 1874, avec la première machine à écrire commerciale qui a eu un peu de succès de Scholl et Glidden, là on peut remarquer que le layout de la machine à écrire, c'est plus ou moins du QWERTY. Alors il y a un mythe, je ne sais pas, qui vient de dire le QWERTY c'est pour taper moins vite en fait. C'est à cause des barres, tout ça. Et en fait, c'est qu'un mythe. En réalité, il y a deux arguments. Le premier argument, c'est en fait le digramme le plus fréquent en anglais. Le deuxième digramme le plus fréquent, c'est ER ou RE. En fait, c'est pas du tout désoptimisé sur du QWERTY. La deuxième chose, c'est que la dactylographie, en fait, c'est arrivé à peu près en 1880, donc après le QWERTY. En réalité, ce qui s'est passé, c'est donc 1870, on avait globalement les lettres dans l'ordre alphabétique. Il y a eu des demandes pour avoir les chiffres, donc ils ont fait une rangée sur les chiffres. Et ensuite, ils ont fait une rangée plus ou moins voyelles et après des consonnes. Et après, il y a eu quelques retours utilisateurs en réalité. Le premier, Q, ça ne sert à rien, mettez-le loin, on va dire. T, c'est quand même beaucoup utilisé, TR, c'est quand même beaucoup utilisé, vous pouvez me le mettre au milieu, assez visible. Il y a le I, qui est assez rigolo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a ni 0 ni 1. En fait, on tapait 1 avec I et 0 avec O. Et ils ont demandé de l'avoir près du 8 pour faire 1800. Et notamment, c'est parce que les premiers qui ont tapé, c'est pour taper des télégrammes. Un autre truc un peu marrant aussi, c'est qu'en morse, SE, c'est Z. Et en fait, ils ont demandé que le SE soit proche du Z pour pouvoir taper plus vite. Mais alors, depuis 1874, qu'est-ce qui s'est passé entre la machine à écrire et les claviers classiques? Donc là, j'ai pris un clavier IBM iconique, mais quasiment identique au clavier classique aujourd'hui. Il y a eu des changements quand même. On a mis des modifieurs, on a rajouté des FN, on a rajouté aussi les numpad, tout ça. Mais ce qui est le plus choquant, c'est ce qui n'a pas bougé en fait. Donc la disposition QWERTY, proche du QWERTY, elle est toujours là. Le décalage des lettres, Q, A, Z ne sont pas alignés. Et les rangées ne sont pas sur le même plan. Votre clavier, il est globalement penché. Globalement, ce n'est pas forcément des choses pour taper vite ou confortable. Donc ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est quelles sont les grandes caractéristiques d'un clavier ergonomique. Pour moi, il y a trois grandes catégories. La première, c'est vraiment la disposition physique des touches sur votre clavier. Donc ça, c'est vraiment lié au physique de vos touches. La deuxième chose, c'est vraiment la disposition des lettres. Donc ça, c'est plutôt le layout, AZERTY, Bepo, Dvorak, QWERTY. Et la dernière chose, c'est plutôt la customisation des touches un petit peu annexes ou des séquences de touches, type raccourci clavier, où là, vous allez pouvoir le faire avec un clavier programmable. Et globalement, pourquoi on va avoir un clavier ergonomique? Pour taper plus vite, du texte, mais pas que, utiliser un ordinateur rapidement, et pour que ce soit plus confortable. Alors sur la disposition physique des touches, pour moi, il y a quatre grands points importants. La première chose, c'est que le clavier doit être orthogonal. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas avoir un clavier orthogonal. Historiquement, ils ne sont pas orthogonaux à cause des machines à écrire et des barres. Maintenant, il n'y a plus vraiment de raison. Et aujourd'hui, la majorité des claviers
ne sont pas orthogonaux. Symétrique. Personnellement, en fait, mes mains sont symétriques et j'ai pas 8 doigts à main droite qui me permet de taper sur le numpad à droite. Donc globalement, un clavier, ça n'a pas de sens qu'il ne soit pas symétrique. Plat, parce que quand vous mettez vos mains de façon plate, il n'y a aucun souci, mais si vous les relevez d'à peu près 1 ou 2 cm, vous verrez, vous avez les tendons qui viennent se tendre, et c'est pas bon pour les tendons des mains. Et accessible, alors quand je parle d'accessibilité, c'est en gros la distance que vous devez parcourir avec vos doigts pour accéder aux touches, notamment quand vous n'êtes pas en position repos. Et voilà, et ça, typiquement, le numpad, il n'est pas très accessible, vous devez complètement changer votre main. 2 exemples de claviers ergonomiques que je considère ergonomiques, le keyboard modèle IO, que personnellement j'utilise. Vous voyez, les symétriques, touches orthogonales, toutes les touches sont globalement accessibles. C'est pareil avec le Ergodox Easy, on en reparlera un petit peu après. Deuxième point, c'est la disposition ergonomique des lettres. Donc là, c'est vraiment le layout. Donc un point important, c'est que votre layout, QWERTY, AZERTY, n'est pas lié à votre clavier. En fait, il est lié à votre OS, à la configuration de votre OS. Le clavier ne sait pas du tout si vous êtes en QWERTY, en AZERTY, lui, il n'en sait rien. Et pour avoir une disposition dite ergonomique, l'idée, c'est vraiment sur la home row. Donc la home row, c'est ce que vous voyez à droite, c'est vraiment la position de vos mains. Normalement, vous devrait être vos mains sur votre clavier tout le temps, avec les ergos au niveau des index. Et c'est d'optimiser pour que les touches les plus fréquentes soient sur la home row. Ça, c'est le premier point, le plus important. Le deuxième point, c'est que les digrammes ou les trigrammes les plus fréquents ne soient pas sur les mêmes doigts, pour taper plus vite. Et ensuite, il y a l'alternance gauche-droite, afin d'être plus confortable, mais aussi plus vite, en fait, pour les 2 raisons. Quelques dispositions clavier. Dvorak, donc Auguste Dvorak, c'est lui qui a donné les 3 grands principes que j'ai précédemment énumérés. Donc lui, il a fait un clavier optimisé pour de l'anglais. Il est très optimisé pour de l'anglais. Malheureusement, il est que pour de l'anglais. Il n'y a pas de touche accentuée. Donc si vous tapez qu'en anglais, c'est bien. Si vous tapez autre chose que de l'anglais avec des caractères accentués, c'est juste pas possible. Deuxième chose, c'est le Bepo. C'est la même chose que le Dvorak, mais pour le français. Donc vraiment optimisé pour des mots en français. Un point important, souvent moi j'entends « Ah ouais, Bepo, c'est pas si bien parce que moi je programme, je tape beaucoup en anglais, c'est pas optimisé pour ça. » Alors effectivement, le Bepo n'a pas été optimisé pour de l'anglais, mais en réalité c'est pas si mal pour l'anglais. Et c'est mieux que du QWERTY ou de l'AZERTY. Parce que les 8 lettres les plus fréquentes en anglais et les 8 lettres les plus fréquentes en français sont les mêmes. Et vous avez l'alternance voyelle consonne en anglais comme en français. Donc c'est pas si mal. Si vraiment vous trouvez que le Bepo est pas terrible en anglais, il y a le Vofrac, qui est une optimisation français-anglais. Le dernier, c'est le Colmac. Le Colmac, c'est un peu différent. Donc les 2 précédents, ils ont vraiment refait tout le layout en partant from scratch. Le Colmac, c'est pas ça, ils sont partis du QWERTY, ils ont essayé d'adapter au maximum le QWERTY sans changer tout. Et vous pouvez même l'apprendre en 5 étapes. Vous changez 4 touches à chaque fois en 5 étapes. Et ils le font comme ça. Le Colmac a été optimisé pour de l'anglais, mais a des touches accentuées. Par contre, elles ne sont pas forcément très accessibles. Le dernier point, c'est le but. La customisation de votre clavier. Les claviers programmables, c'est arrivé à peu près en 2011 avec les Ergodox. Historiquement, les Ergodox, en fait, vous deviez les acheter sur mass drop, vous deviez les monter, c'était vraiment plus pour des électroniciens, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est derrière? En fait, il y a un microcontrôleur programmable, donc vous flashez un firmware avec une programmation, et c'est souvent des Arduino, pas forcément, mais assez fréquemment, maintenant c'est des Arduino, et c'est du code C à compiler, ou alors vous avez des outils graphiques, on verra ça un petit peu plus tard. Si vous n'êtes pas réveillé, c'est le moment de vraiment écouter, c'est le moment un peu compliqué de la présentation. Donc là, je vais essayer d'expliquer toutes les features d'un clavier programmable. La première feature, c'est les layers. Je ne sais pas si vous savez, mais sur un clavier classique, vous avez différents layers. Généralement, vous avez le layer principal, mais vous avez un layer numpad, vous appuyez sur numpad, et suivant si vous avez appuyé sur numpad ou pas, vous allez taper des chiffres ou pas, ou des directions.
Vous avez aussi sur les portables des layers type FN. Vous maintenez FN et ça va changer ce que va faire la touche. Sur un clavier programmable, vous avez jusqu'à 32 layers, donc vous faites ce que vous voulez. Deuxième point, c'est les macros. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Vous appuyez sur une touche et vous dites, vous faites je sais pas, un raccourci clavier, CTRL F ou Hello World, ce que vous voulez. Vous définissez ce que vous avez envie lors du fait de taper une touche. Le troisième, là, c'est Q-Keys, aussi appelé Tap Hold. Alors c'est un peu plus compliqué. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur les touches, vous avez deux types de touches. Soit les tapés, soit les maintenus. Les maintenus, c'est les modifieurs, type CTRL, SHIFT, et elles ne font rien quand elles ne sont pas maintenues. Et les tapés, elles ne font rien, enfin, elles ne font quelque chose que si c'est tapé. Et l'idée de Q-Keys, c'est de se dire, bah, j'utilise la même touche, mais ça fait deux choses différentes si c'est maintenu ou si c'est tapé. Donc exemple, vous prenez A, si vous tapez et vous relâchez A, ça fait A, mais si vous faites A, vous maintenez et ensuite, je ne sais pas, vous appuyez sur F, vous pourriez dire que c'est un contrôle. Donc vous pouvez utiliser globalement une touche pour deux raisons différentes. One shot, qu'est-ce que c'est? C'est encore sur les modifieurs. Normalement, un modifieur, il ne fait rien quand vous le tapez, on vient de le dire. Par contre, et donc si par exemple vous voulez faire grand A, vous appuyez sur Shift, vous appuyez sur A, et là ça va faire grand A. Mais ce que vous pouvez faire avec OneShot, c'est taper sur Shift, relâcher Shift, taper sur A, relâcher A, et ça fera aussi grand A. Vous pouvez faire l'un et l'autre. C'est plus confortable et vous êtes plus rapide en fait en faisant comme ça. Leader, c'est un peu particulier, c'est quelque chose qui va matcher une séquence que vous avez définie et vous allez faire quelque chose par rapport à une séquence. Je vais vous donner deux exemples. Moi je l'utilise pour avoir un mode un peu à la VI quand je ne suis pas dans VI. Donc normalement, pour les gens qui ne connaissent pas VI, il a un espèce de langage qui dit le nombre de fois où vous voulez faire une action, ensuite la commande que vous voulez faire, et à la fin le mouvement de la commande. L'idée, c'est que j'ai reproduit un peu ça en le programmant. Je rentre dans un mode VI, je dis par exemple 3 et bas, et ça va me sélectionner typiquement les 3 lignes qui suivent. Donc vous pouvez faire ce genre de choses avec le Leader plugin. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple de la complétion. Vous pourriez imaginer faire, vous mettez tous vos mots-clés de votre langage, et dès que vous matchez un mot-clé ou ça ne matche plus d'autres mots-clés, vous écrivez le mot-clé en question. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. Les deux derniers plugins, personnellement je ne les utilise pas, mais je les cite quand même. Combo, ça permet de faire une action si vous appuyez sur plusieurs touches en même temps. Et Tap Dance, c'est quelque chose qui fait que sur une touche, si vous tapez 2 fois d'affilée très rapidement, ou 3 fois ou 4 fois, vous faites une action particulière. Maintenant, je vais vous montrer ce que personnellement j'ai fait. L'idée, c'est pas de vous dire faites comme moi, c'est plutôt vous montrer des exemples qui personnellement me vont bien là-dessus. Donc, première chose, c'est mon layer principal. Globalement, je suis en Bepo, donc sur les lettres, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste le W qui est à gauche, mais c'est plus lié au keyboard I/O et à la disposition des touches. Ce qui est plus intéressant, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait au niveau de la customisation que j'ai fait au niveau des modifieurs et du pouce. Première chose, c'est au niveau du pouce, j'ai au niveau de mon pouce gauche backspace. Aujourd'hui, pour moi, backspace, il n'est vraiment pas accessible en fait, alors que vous l'utilisez globalement assez souvent. Donc là, je l'ai vraiment au niveau pouce, c'est très rapide. Deuxième chose, c'est le entrée. Pareil, je trouve qu'il n'est pas si accessible que ça par rapport au nombre de fois où on l'utilise. Donc je l'ai au niveau du pouce, pas en nombre, mais juste à côté. Et après, j'ai les modifieurs. On va prendre l'exemple de Shift, mais c'est la même chose sur CTRL ou Alt. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Donc le Shift, on va dire une façon de le faire, c'est de le faire de façon classique aujourd'hui sur les claviers, c'est-à-dire vous utilisez le petit doigt à gauche et à droite à l'extrémité. Problème de faire ça, alors vous pouvez le mettre sur la home row, c'est un peu plus sympa déjà, c'est un peu plus accessible. Le souci de faire ça, c'est que déjà si vous tapez longtemps des majuscules, entre guillemets, un mot, vous allez vous retrouver potentiellement soit à alterner vos shifts,
Si vous voulez pas taper le Shift, normalement, en théorie, quand vous tapez Shift ou un contrôle, vous devriez faire l'autre main. Vous devriez utiliser la main opposée pour faire le truc. Donc si vous faites ça, bah, vous allez faire de l'alternance au niveau du Shift. Et si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver, dès que vous allez vouloir taper sur des touches qui sont normalement accessibles par le petit doigt, bah, vous allez devoir utiliser un autre doigt parce qu'il est déjà utilisé pour maintenir le Shift. Donc ça, c'est une façon de faire. Moi, je ne trouve pas ça le plus ergonomique. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser Cookies, dont je vous ai parlé avant. C'est de se dire, bah, sur la home row, vous mettez en plus Shift, Ctrl, Alt des deux côtés. Et ce qui fait que c'est hyper accessible. Le Shift est super accessible. Voilà. Moi, je l'ai essayé. C'est facile à apprendre et tout, mais il y a un problème que personnellement, j'ai pas. Moi, ça me posait vraiment problème. C'est qu'en fait, quand vous utilisez Cookies, quand vous tapez une lettre, vous ne voyez pas la lettre apparaître au moment où vous tapez, mais vous voyez la lettre apparaître au moment où vous relâchez. Ce qui fait qu'il y a une espèce de petite latence. Et personnellement, ben, moi, cette latence-là, j'ai jamais pu m'y faire, donc j'ai un peu abandonné cette idée-là. Troisième façon de faire, c'est d'utiliser votre pouce. L'avantage d'utiliser votre pouce, ben, vous n'avez pas changé de doigt potentiellement. Normalement, vous n'avez pas de majuscule au pouce, donc vous ne changez pas de doigt quand vous tapez comment dire, vos lettres. Donc c'est plus ergonomique et en fait, une fois que vous êtes habitué, c'est super naturel en fait de le faire comme ça. Pareil, contrôle et Alt, ben, je l'ai au pouce. Après, vous allez voir, contrôle Alt, même super, je ne les utilise quasiment pas. Vous allez comprendre après pourquoi, sur les autres layers. Autre point important, bah, c'est, moi je vous ai montré mon layer principal, mais j'en ai 4 autres en réalité. Et comment j'active les autres layers. Donc sur le keyboard I/O, il y a quand même un truc unique, c'est qu'il y a des touches au niveau de la paume. La paume gauche ou de la paume droite. Donc globalement, j'appuie sur paume gauche ou paume droite, ça me fait 2 layers différents. Et après, j'ai des layers au niveau du pouce, donc au niveau de mon backspace ou mon space, si je maintiens, ça me fait d'autres layers. Donc là, c'est le layer que j'ai appelé FN. Donc il faut voir, je maintiens mon paume gauche maintenu, et donc ça change globalement tous les raccourcis. Là, on va regarder d'abord la partie droite. En fait, la partie droite, ça me permet de naviguer super rapidement dans un fichier. C'est-à-dire que sur la home row, j'ai globalement l'équivalent du KJLM, enfin, ça doit être ça en VI. Donc j'ai les gauche, bas, haut, droite. Donc ça me permet d'avoir ça pour naviguer très rapidement. Juste avant, j'ai le home pour aller au début de la ligne. Juste après, j'ai le fin de ligne. Et en dessous, j'ai les contrôles gauche-droite ou bas-gauche qui me permettent d'aller de mot en mot, de paragraphe en paragraphe, début du fichier, fin du fichier. Et vraiment ça, quand vous utilisez globalement un éditeur qui n'est ni VI ni Max, c'est quand même super sympa en fait pour naviguer. Donc vraiment la partie droite, édition de fichiers super rapide. La partie de gauche, sur la rangée au-dessus de la home row, j'ai globalement les raccourcis clavier file que vous avez généralement dans les applications file. C'est-à-dire j'ai les contrôles N, S, T, W et Alt F4. Donc ça, j'ai ça. Ensuite, sur la home row, j'ai plutôt les raccourcis clavier edit. Donc tout ce qui est CTRL Z, X, V, CV, F, A. Et sur la dernière rangée, j'ai plutôt les raccourcis clavier. Alors moi j'utilise IntelliJ et plutôt les raccourcis clavier IntelliJ pour naviguer entre les fichiers. Donc notamment j'ai les Alt gauche droite pour faire back ou précédent. Et ensuite j'ai pour rentrer dans les implèmes ou rentrer dans les interfaces. Et ce qui fait que ce layer, quand je programme, ben en fait il est super efficace. Vous pouvez naviguer dans un fichier complètement à droite, vous pouvez naviguer entre vos fichiers quand vous avez du code très rapidement avec la dernière rangée en bas à gauche, et puis après, ben, si vous voulez éditer du code, vous avez tous vos raccourcis clavier les plus fréquents. Maintenant, le layer Window Manager. Donc ça, c'est si j'appuie sur la paume droit, j'ai ça. Donc à gauche, globalement, j'ai tous mes workspaces. Donc j'ai 6 workspaces où je mets, suivant mes applications, elles vont dans tel workspace. Donc je peux aller dans mes workspaces très rapidement
et je peux envoyer des fenêtres sur certains workspaces. Donc ça, c'est ma partie gauche. Ma partie droite, globalement, sur la home row, ce que j'ai, c'est j'envoie la fenêtre splittée à gauche, je la minimise, je la maximise, ou je l'envoie à droite. J'ai d'autres trucs. Moi, personnellement, j'utilise comment dire, un tiling manager qui est BSP WM. Donc je fais des trucs un petit peu différents, mais c'est l'idée en fait. Sur un Windows classique ou un Windows Manager stack, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Maintenant, le layer cut. Donc le layer cut, globalement, c'est j'appuie sur mon pouce au niveau du backspace. Donc je laisse appuyer backspace. Et en fait, le truc intéressant à droite, c'est que j'ai exactement la même position pour faire des mouvements, pour faire le couper, que quand j'édite le fichier. Donc exemple, l'endroit où quand je faisais FN et au contrôle gauche qui me permettait d'aller du mot précédent, bah là je fais backspace et la même position, et ça va supprimer le mot précédent. C'est assez pratique, surtout dans les terminaux. Souvent dans les terminaux, on veut supprimer les deux derniers mots, les deux premiers, ou supprimer tout ce qui est avant, tout ce qui est après. Donc globalement, il y a ça. À gauche, j'ai des raccourcis clavier, mais je m'en sers pas tellement aujourd'hui. Juste un point aussi important, je me sers de ce layer-là et celui d'après comme Alt-GR. Donc en haut à droite, j'ai des choses qui sont un peu liées au Alt-GR en fait, Bepo. Maintenant le layer numpad, donc celui-là, c'est quand j'appuie sur le pouce, je maintiens le pouce sur mon space. J'ai testé plusieurs trucs sur le layer numpad. D'abord, assez classiquement, je me suis dit, je vais faire un numpad 3.3, un peu comme les numpads classiques. Et je sais pas, ça me plaisait pas, je savais pas trop pourquoi, mais ça m'allait pas. Je n'étais pas habitué non plus à utiliser le numpad. Ensuite, je me suis dit, je vais faire home row et la row au-dessus. Et pareil, ça me plaisait pas, j'avais du mal à comprendre. Et ensuite, j'ai juste descendu tous les chiffres qui sont sur la rangée la plus haute au niveau de la home row. Et en fait, c'est super naturel et c'est super accessible en fait. Souvent, ce que j'entends, les gens qui me disent je préfère le QWERTY à l'AZERTY, et une des raisons, c'est les chiffres sont accessibles très rapidement, comparativement à l'AZERTY. Mais en fait, si vous avez un clavier programmable, vous faites ça, c'est beaucoup plus accessible, vous allez aller plus vite à taper vos chiffres juste en ayant sur la home row et juste appuyer sur votre pouce en fait. Ensuite, à gauche, j'ai comme je l'ai dit précédemment, j'ai quelques Alt-GR, donc je m'en sers un petit peu pour l'équivalent du Alt-GR. Alors, malheureusement, c'est un tool in action, il n'y a pas tellement de code, donc je voulais quand même montrer du code, et ça n'avait pas vraiment du sens de vous montrer le code lié derrière. Mais je voulais quand même le montrer pour expliquer, surtout sur les gens qui ne savent pas, connaissent pas du C, oh là là, il faut compiler du C, moi j'ai jamais compilé du C. En réalité, c'est pas très compliqué parce que vous forquez un projet standard et vous faites quelques modifs et vous n'avez pas besoin de connaître du C pour faire vos modifications. C'est plus du code de configuration, vous pourriez un peu imaginer par rapport à Spring, le code que vous mettez dans vos add configuration ou add bin. C'est un peu pareil, c'est des espèces de macro C là-dessus. Donc en haut, vous avez là la définition de mon layout principal, de mon layer principal et du layer FN. En bas à gauche, j'ai mis un petit peu le code qui montre comment vous faites une macro. Vous voyez, c'est pas super compliqué, vous tapez, vous relisez, des choses un petit peu comme ça. Et à droite, c'est par exemple la configuration pour la partie cookies, pour dire quand vous passez sur tel layer ou tel layer, dans mon cas. Alors maintenant, c'est un peu le call for action, et puis un conseil général. Le premier, moi j'hallucine toujours de voir le nombre de développeurs qui n'ont jamais appris à taper au clavier et qui n'ont pas essayé. Donc vraiment mon conseil principal là, sur les claviers, apprenez à taper en fait. Quand je dis apprenez à taper, c'est apprenez à taper à l'aveugle, tous vos doigts, une touche c'est un doigt, et vous êtes tout le temps sur votre home row, sur les ergots, et voilà. Pour ça, j'ai 3 potentielles méthodes, on va dire. Vous choisissez, c'est de la plus simple à la plus compliquée.
La première, c'est en fait masquer vos touches. Juste acheter des autocollants, coller des autocollants noirs pour pas voir vos touches. Et tout de suite, quand vous n'allez pas voir vos touches, vous n'irez pas voir votre clavier. En fait, naturellement, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais naturellement, même si vous pensez que vous ne regardez pas votre clavier, si vous n'êtes pas en mode pur dactylo, vous le regardez de temps en temps de façon assez furtive. Vous pouvez vous en rendre compte juste pour info, essayez de faire des tests de rapidité sur Internet, savoir à quelle vitesse vous tapez. Et si vous avez du mal à faire ces tests-là, juste parce que vous regardez faut regarder l'écran et il faut regarder votre clavier, vous allez vite voir, mais ouais, mais en fait, je tape plus vite, mais c'est parce que je pense à ça. Donc voilà, un conseil, ça c'est vraiment le truc vraiment basique, masquez vos touches. Deuxième conseil, plutôt moi le conseil que je vous donnerais, c'est d'acheter un clavier ergonomique. Alors déjà blanc, qu'on soit bien d'accord, vous achetez pas un clavier avec AZERTY, avec Bepo, avec QWERTY, ce que vous voulez. Vous l'achetez vraiment blanc. Et comme on a vu, aujourd'hui vous pouvez le programmer et vous pourrez le programmer par rapport à vos besoins en fait. Moi mes besoins sont plutôt des besoins de développeur, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait du Photoshop, il met tous les raccourcis Photoshop pour lui en fait. Vous le faites par rapport à votre besoin. Pour ça, j'en ai un petit peu déjà parlé. Moi, deux claviers que je considère les plus ergonomiques, c'est vraiment le Keyboard.io modèle 01. Alors, il est plus vendu, mais ils sont en train de faire un modèle 100 qui va arriver d'ici début d'année prochaine. Ils ont déjà fait une campagne Kickstarter. Celui-là, ce qui est vraiment sympa, comparativement à celui de droite, c'est la paume. Et moi je trouve toutes les touches sont très accessibles. Le Ergodox est aussi très sympa, il n'a pas la paume, par contre il a un peu plus de touches, peut-être un tout petit peu moins accessible, mais un peu plus de touches, mais surtout la grosse différence c'est qu'il est très customisable, vous pouvez choisir vos MX si vous êtes un peu fan de switch, tout ça, particulier, linéaire, pas linéaire, des choses comme ça. Pareil, vous pouvez choisir le fait que ce soit incurvé ou plat ou plus ou moins incurvé vos touches. Dernier conseil, alors là, il faut être motivé, je vous le dis. Soit motivé, soit vous avez des problèmes au niveau de vos tendons aux mains. Donc moi, c'est deux raisons vous conseillerais de changer complètement de disposition clavier. Si vous tapez en français et en anglais, globalement, Bepo ou Vofrac, c'est pour moi voilà, vous n'avez pas trop le choix. Si vous tapez qu'en anglais, je ne pense pas que ce soit le cas ici. Ce qui est le plus optimisé en toute théorie, c'est le MTGAP, c'est pas très connu, mais en théorie c'est ça. Sinon, il y a du Dvorak ou du programmeur Dvorak. Et après, il y a un autre cas un peu plus... les deux premières dispositions sont vraiment vous réapprenez tout et vous partez from scratch et vous réapprenez tout. Il y a le Colmac, le cas du Colmac, où vous pouvez apprendre progressivement. Donc ça c'est plutôt assez sympa, c'est optimisé pour de l'anglais, il y a les touches accentuées, pas forcément hyper accessible pour du français sur certains cas, mais vous pouvez imaginer programmer votre clavier pour que les touches en français les plus fréquentes, vous ayez quelque chose d'optimisé. C'est maintenant de faire vous pouvez faire la photo, donc ça c'est tout mon tout mon clavier, tout mon layout, et en dessous il y a le lien de mon fork pour le Keyboard.io, et il y a aussi la présentation. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez la présentation, votez, et si vous n'aimez pas, votez aussi. Par contre, mettez un commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé la présentation. Et on peut prendre des questions, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, et puis je serai dans la salle, je resterai un petit peu dans la salle après. Vas-y. Est-ce que tu peux raconter ton expérience que tu as eue avec la patrouille d'un point de vue corporate à avoir un tel clavier sur un poste Alors moi alors ce qu'il faut voir c'est que j'étais admin ou les droits admin, il y a deux choses, il y a le Bepo, donc en fait pour mettre un Bepo, alors il y a des façons sans être admin sous Windows de le faire. Par contre, moi j'étais admin, donc il y a deux façons de le faire, et une façon sans admin, une avec admin. Et après, vous changez de layer. C'est comme si, une fois que vous avez l'autre layer,
C'est comme si vous mettiez QWERTY ou AZERTY pour le Bepo, et après le clavier, ben, j'ai branché mon clavier, point. Enfin, et il n'y a pas de souci, c'est de l'USB, même si votre, je sais pas, votre laptop est bloqué, les ports USB, c'est pas pour ça que votre clavier il est bloqué, il va fonctionner. Donc honnêtement, j'ai pas eu tellement de problèmes en fait. Le Bepo, vous pouvez l'installer si vous êtes admin ou pas. Moi j'étais admin, donc c'est un tout petit peu plus facile, mais ça pose pas tellement de problèmes en fait. D'autres questions? Actuellement, quand on veut faire une ligne de blanc ou effacer toute une ligne en partant de la fin, on appuie en continu sur Backspace. Ouais. Ou là, quand tu appuies en continu sur Backspace, tu changes Il de se passe ligne. rien. Il se passe rien. Donc moi, ce qui se passe, c'est que j'appuie sur Backspace. Imaginons que vous êtes à la fin de la ligne et vous voulez effacer tous les mots. Bah, j'appuie sur Backspace et après, j'appuie sur Home et ça m'efface toute la ligne. Et assez naturellement, au final, quand tu fais Backspace, c'est que tu veux supprimer un mot, enfin une lettre, mais quand tu laisses appuyer, bah, il part dans un mode « je vais supprimer des choses ». Et tu choisis ce que tu as envie de supprimer. Donc c'est assez naturel en fait. Alors effectivement, ce qui est un peu dans les choses un peu particulières, c'est que quand vous voulez supprimer juste 2-3 lettres, vous allez appuyer 2-3 fois rapidement sur Backspace. Mais généralement, si vous les appuyez plein de fois sur Backspace, c'est que vous voulez faire le mot précédent ou toute la ligne. Donc en fait, j'ai le raccourci derrière, quand j'ai laissé appuyer, j'ai le raccourci et c'est assez naturel en fait. D'autres questions? Juste un conseil pour achat, simplement pourquoi présenter en fait le Ergodox 2015 et pas le Moonlander qui est la version plus récente de ce clavier? C'est un point. Ils sont très proches, honnêtement. Ils sont très proches et il est très bien aussi l'autre. C'est plutôt qu'historiquement, moi, quand j'ai fait le choix, Keyboard.io, tout ça, c'était plutôt celui-là. Mais effectivement, l'autre est aussi très bien. Il faut voir que Keyboard.io, comme les IZ, en fait, et c'est pas leur. Enfin, ils ont 2-3 claviers en réalité. Donc moi j'ai présenté historiquement les plus connus. Après ils en ont d'autres, donc celui dont tu as nommé, et ils ont aussi des claviers. Alors je peux vous montrer, je l'avais laissé, type Atreus ou Planck IZ, donc qui sont plutôt des claviers, comment dire, avec vraiment très peu de touches. Alors personnellement, faut bien jouer sur vos layouts quand vous avez vraiment très peu de touches. Mais effectivement, j'aurais pu le mettre. C'est un très bon clavier. Voilà, t'as raison. J'aurais pu mettre celui-là. D'autres questions? Donc là, juste pour info, j'avais mis un petit peu des claviers, différents claviers. Ceux de gauche sont pas programmables. Ceux de droite sont programmables. Moi, je considère très mauvais vraiment ceux qui sont à la première rangée parce qu'ils ne répondent pas physiquement aux différents critères d'ergonomie. Même le Microsoft Surface Ergonomic Keyboard, je trouve qu'il n'est pas du tout ergonomique. Les touches ne sont pas à la même taille. Le 6, il est à gauche, il n'est pas à droite. Donc vous avez 6 chiffres à gauche, 4 chiffres à droite. Enfin, pour moi, c'est absolument pas un clavier ergonomique. Ensuite, vous avez le Type Matrix et le Kinesis Advantage qui sont assez vieux, qui sont très ergonomiques, par contre ils ne sont pas programmables, et ceux de droite sont programmables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excuse-moi. Comment ça se passe mentalement quand tu switches plusieurs fois dans la journée entre ton clavier portable et un clavier de type? Alors, ça c'est compliqué ou? Ouais, alors globalement, je n'utilise pas mon clavier de portable. Je vais être très clair, j'emporte tout le temps mon clavier, là vous voyez. Donc moi je vous conseille, alors si vous utilisez votre clavier votre portable un peu partout, genre dans votre lit, vous bougez, c'est un problème, hein, je vous cache pas. Par contre, si vous utilisez votre portable soit en mode desktop au final, ou vous êtes sur une table et vous ne bougez pas tellement, c'est pas très problématique. Conseil sur le laptop, c'est soit vous prenez un laptop au moins 15 pouces, parce que souvent ils sont faits pour que vous puissiez mettre le clavier sur le portable en fait. La majorité des claviers sont quand même faits pour pouvoir le mettre sur le clavier portable et que ça ne touche pas le portable. Donc soit vous en prenez au moins 15 pouces, parce que sinon ils sont assez larges, ça passe pas. Soit vous faites comme moi, vous prenez peut-être un 13 pouces, par contre vous le prenez en 2 en 1, donc qu'il puisse faire une rotation à 360 degrés. Donc vous voyez là, moi il est à je sais pas, 200, 300, 310 degrés.
Mon portable est comme ça. Et ça, c'est très pratique. Et typiquement pour les gens, moi, je prends pas mal le train. Ça, dans le train, ça passe très bien en fait. Vous pouvez le mettre dans un TGV, il n'y a aucun souci. Une question un petit peu liée, je tape plus du tout en AZERTY. Et c'est très dur pour moi aujourd'hui, 11 ans que je tape plus en AZERTY. Quand je dois taper en AZERTY, c'est vraiment compliqué quand je vais sur. J'arrive à trouver les lettres, mais alors dès que c'est les accolades, tout ça, c'est un peu compliqué. Et il faut voir qu'une disposition clavier, c'est compliqué pour la disposition, le layout, mais c'est aussi compliqué parce que vous avez tellement de raccourcis, que vous êtes tellement habitué à faire vos raccourcis, et puis là, vous n'avez plus les raccourcis que vous avez d'habitude. Donc ouais, c'est compliqué, c'est un peu comme une langue en fait. Si vous avez une langue, vous l'apprenez, ça met du temps à l'apprendre. Par contre, si vous la parlez plus du tout, en fait, la langue, vous la perdez. Et d'une certaine manière, moi, j'ai perdu l'apprentissage de l'AZERTY. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'au niveau logiciel, il y a des programmes qui vont permettre, par exemple sur Unix, de ne pas avoir un clavier programmable, mais de programmer un peu son clavier comme on veut? Alors, sous Windows, il y a AutoHotkey qui permet de faire ce genre de choses, qui est très bien. Et moi, je sais qu'il y a 2-3 choses que j'ai faites comme ça. Après, sous Linux, il y a aussi, vous pouvez faire des choses. Alors, je ne l'ai pas forcément fait, mais c'est sûr, il y a des logiciels qui vous le permettent en ligne de commande avec les binding keys. Vous pouvez faire des choses comme ça. J'ai jamais trop creusé, mais c'est sûr, si vous creusez, il y a des choses. Là, ça fait 6 minutes en plus qu'on a pris pas mal de questions. Je vous propose, si vous avez d'autres questions, venir me voir. La prochaine session est dans 25 minutes, donc je reste là et je suis disponible pour poser des questions.